Quelle est votre définition de l'horreur? L'inconnu? Vos proches? Les autres? Les monstres? Ou un simple son? Créer la peur est un défi pour tous les arts, y compris le 9e et son rejeton qui nous intéresse le plus sur cette chaîne, le comic book. Mais ce challenge l'a-t-il déjà relevé avec succès? Les comics peuvent-ils nous effrayer? Ce fut en tout cas l'objectif d'une maison d'édition, Entertaining Comics, plus connue sous le nom de EC Comics, mais que je vais prononcer EC par habitude et pour éviter toute confusion. Actrice majeure du comic book des années 50, elle conquit le cœur des jeunes lecteurs grâce à ses anthologies de tout genre. Romance, humour, polar, western, science-fiction ou horreur, tout le monde s'y trouvait, sauf les has-beens de l'époque, les fans de super-héros. Comme de nombreux magazines concurrents, on y retrouvait des récits recherchés, voire expérimentaux, qui osaient questionner et ouvrir l'esprit de son lectorat quand il ne lui donnait pas simplement sa dose de frissons. Même si vous n'en avez jamais lu, vous avez forcément entendu parler de Weird Fantasy, Crime Suspense Stories, Vault of Terror ou le plus connu, Tales from the Crypt. Ou du moins, vous avez déjà vu passer ce qui a causé la perte d'EC Comics, ces couvertures choc. Afin d'écraser la concurrence, EC se concentra sur son genre phare, l'horreur, et à la joie de son jeune lectorat en recherche de sensations fortes, poussa les curseurs à fond. Les récits devinrent toujours plus surprenants, plus sordides, la violence toujours plus graphique, et des tabous tels que la sexualité, le racisme ou les drogues étaient tous bravés. Alors jackpot, le succès fut au rendez-vous. Mais le prix à payer fut fatal, car des parents furent horrifiés de voir leurs jeunes enfants lire des comics aussi pervers, et face à cette surenchère de violence et d'érotisme, on vit naître dans tout le pays des autodafés de comic book. L'affaire fut si importante que l'industrie du comics dut agir, et créa à contre-cœur le tristement célèbre Comics Code Authority, une sorte de police des comics très inspirée du code Ace hollywoodien. La censure fit son œuvre, et pendant plusieurs décennies, les comics dirent adieu à la violence, au sexe et la nudité, ainsi qu'aux monstres et aux sujets sociétaux, sous peine d'être sanctionnés. De fait, ce fut la fin du règne d'EC Comics, qui ne put survivre que grâce à son seul périodique réglo, le célèbre magazine humoristique Mad. Ironiquement, EC avait accompli sa mission. Les Américains avaient eu peur, très peur, au point de sortir les fourches et d'assassiner le monstre. Mais si EC Comics s'était éteint, son esprit, lui, était immortel. Car dès les années 60, des héritiers spirituels se révélèrent, comme Eerie and Creepy, la relève officieuse d'EC, mais aussi Marvel et DC Comics, qui mirent fin au règne de terreur du code. D'une part pour s'approprier des monstres cultes, comme Dracula ou la créature de Frankenstein, mais surtout afin de sensibiliser son lectorat à certaines causes, comme le racisme ou le fléau de la drogue. Mais l'héritage d'EC se confirmera au fil des années, via des auteurs méconnus tels qu'Art Spiegelman, Alan Moore, Stephen King, George Romero, David Cronenberg ou George Lucas, qui reconnurent tous l'influence de ces comics tabous sur leur imaginaire. Mais c'est sur petit écran que cet esprit EC Comics fut le mieux retranscrit. Tout d'abord via la cultissime 4ème dimension, alias The Twilight Zone, ou plus récemment Black Mirror. Deux séries télé qui ont su reprendre à leur sauce la recette d'EC. Recette qu'il va falloir que je vous définisse, sinon on va pas bien se comprendre. Alors qu'est-ce que c'est un comics à la EC Comics? L'esprit EC Comics, selon moi, c'est un pacte que signent les auteurs avec les lecteurs. La promesse d'avoir une série qui va bouleverser les codes de la narration et se réinventer à chaque épisode. Plus qu'un comics, c'est donc une sorte de laboratoire d'expérimentation, mais qui respecte quand même certaines règles. La première, peut-être la plus importante, c'est que c'est une série d'histoires indépendantes, une anthologie donc. Cette absence de continuité offre ainsi au lecteur la liberté de consommer seulement les épisodes qui l'intéressent le plus. D'Ozio, il faut un élément récurrent, que ce soit un personnage, une thématique, un lieu, une époque, comme typiquement Rod Sterling, le présentateur de la 4ème dimension, ou la thématique des nouvelles technologies pour Black Mirror. Et dernière règle, qui est peut-être la signature de ces comics, c'est que chaque épisode doit marquer son lectorat. Et ça passe souvent par une fin choc. Un bon comics à la EC Comics, c'est donc une histoire qui te bouleverse,
qui te questionne, qui t'émouvoie, voire même qui te change à jamais. Maintenant que vous avez compris cet esprit aussi, quid de son héritage comics moderne? Retrouvons-nous des séries reprenant ces codes? Eh bien figurez-vous que oui, et ces héritiers sont très prometteurs. Depuis quelques années, je vois l'apparition de très bonnes séries d'horreur reprenant les codes des The Comics d'antan. Des séries comme The Silver Coin, l'anthologie du dessinateur Michael Walsh, où il invite des scénaristes de renom tels que Lemire ou Zdarsky à conter la malédiction de la Silver Coin, une pièce d'argent qu'il n'est pas bon de posséder, mais aussi qui explore notre coulrophobie, ou Doggy Bags des Français du label 619. Sans oublier Hotel, qui à chaque épisode voit l'un de ses résidents confronté à des phénomènes paranormaux, le tour de force étant que les récits, bien qu'indépendants, sont interconnectés. Alors bien sûr, tout n'est pas bon, je pense notamment au Choc Chop de Cullen Ben, ou Crypt Show qui, en voulant moderniser Tales from the Crypt, sombre très vite dans le gore pour masquer le vide de son scénario. Mais toutes ces séries reprennent à leur manière les codes de scie en les actualisant. Se pose alors la question, peut-on les appeler des The Sea Comics modernes? Eh ben ça, je vous en laisse juge, mais moi, il y a une série qui, à mes yeux, a gagné ce titre haut la main. Un comics qui a su se démarquer de la concurrence en expérimentant son propre style et devenant ainsi l'héritier ultime, l'élu de la prophétie. Je parle évidemment de l'occulte et macabre, Ice Cream Man. Les histoires que je voudrais écrire sont légères et rafraîchissantes, pleines de gaieté et de lumière. Mais les histoires que je finis par écrire sont toujours un peu différentes. Lancé en janvier 2018 chez Image Comics, Ice Cream Man est né de l'esprit torturé de W. Maxwell Prince et du trait dérangé de Martin Morazzo. On y suit Rick, un glacier parcourant la ville à bord de sa camionnette afin de régaler petits et grands. Prendrez-vous un cône mangue cassis ou un pot vanille noisette? Ou bien ses spécialités, dépression, meurtre, overdose et soupçon de folie. Quel que soit votre choix, vous vous souviendrez jusqu'à votre mort des glaces d'Ice Cream Man. Pour ma part, c'est parfum grosse claque. Quel délice d'enfin vous parler d'Ice Cream Man qui depuis son lancement est ma valeur sûre. Je n'ai raté aucun épisode, chaque mois c'est la série que j'attends le plus, parce que c'est un peu comme mon resto favori. Je sais que j'y vais, je vais me régaler, je vais être surpris et je vais en redemander. Alors, quelle est la recette de son succès? Évidemment, on y retrouve l'esprit aussi défini plus tôt. À commencer par un élément récurrent, Rick, notre boogeyman glacier. Bien plus charmant que le Crypt Keeper de Tales from the Crypt, on ne se méfierait pas de ce souriant marchand au design innocent. Mais c'est là sa force. Car c'est une fois que Rick vous a appâté avec ses belles boules que Martin Morazzo dessine son vrai visage. Et là, il est déjà trop tard. Vous êtes piégé dans sa toile. Moi, il m'a eu dès le premier numéro, avec cette cover si chaleureuse que je n'imaginais pas un instant qu'elle cachait un univers aussi glauque. Et en même temps, les indices étaient là depuis le début. Son nom, c'est Ice Cream Man. Ice Cream Man. On peut pas dire qu'on n'était pas averti. Et puis, désolé si j'ai des abonnés glaciers, mais un mec qui rôde de ville en ville pour attirer des enfants dans son van avec des sucreries, il est forcément malsain. Mais qui, ou plutôt, qu'est-ce que Rick? Ses créateurs l'ont compris, il faut dans ce genre d'exercice un présentateur iconique, gorgé de mystère, à la fois fascinant et repoussant. De fait, sous ces airs de Jonathan Groff, se cache un mix de Freddy, Cthulhu et Mr. Mxyzptlk, une entité du mal sévissant à travers le temps, l'espace et les dimensions, afin d'exercer son passe-temps favori, nous faire vivre nos pires cauchemars, puis faire la morale à nos cadavres. Présent dans tous les épisodes, parfois acteur, parfois figurant, quand il n'est pas juste un easter egg que les lecteurs doivent dénicher pour ne plus se sentir épiés, Rick est cette présence menaçante qui se délecte de notre malaise. Mais qu'est-il vraiment? Eh bien ça, vous le saurez si vous survivez jusqu'à l'épisode suivant, car plus la série avance, plus le lore s'étoffe, et l'on nous révèle toute une mythologie autour de Rick, mais aussi autour de Caleb, sa némésis, un mystérieux cow-boy qui est peut-être notre ange gardien. Prince et Morazzo vont même briser l'une des règles phares de l'esprit aussi, en installant tout un fil rouge autour de Rick, sa mission et ses origines, ce qui crée nombre de théories chez les fans. Des révélations que je vais, évidemment, ne pas vous spoiler, à l'exception d'une,
essentiel pour comprendre le génie de cette série. L'Ice Cream Man n'est pas le sujet d'Ice Cream Man. À l'origine, l'Ice Cream Man ne devait être qu'une présence, mais les lecteurs ont voulu en savoir plus sur lui. Je lui ai alors créé un univers sans perdre de vue le principe de cette série, raconter de courtes histoires sur les gens. Rick et Caleb incarnent le meilleur et le pire de nos pensées. Rick, c'est cette part autodestructrice en nous qui voit que le négatif, là où Caleb nous soutient, nous rappelle que la vie mérite d'être vécue. Le 9e art peut-il créer la peur ? De mémoire de lecteur, pas sûr. Si je frissonne devant Alien, si je suis terrifié en jouant à Isolation, je m'ennuie ferme en lisant un comics Alien. Et la raison est simple, c'est une question d'immersion. Le cinéma et le jeu vidéo nous imposent un rythme, des sons, des répercussions dans nos actions. Nous n'avons aucun contrôle sur l'œuvre, nous sommes même sa victime. Là où une BD stimule moins notre esprit, car même le plus sinistre des dessins reste une image figée, à la limite marquante, mais jamais terrifiante. J'imagine que tout ça, Prince et Morazzo en ont parfaitement conscience, et n'ont jamais voulu faire peur à leurs lecteurs, contrairement à certains titres concurrents. Par contre, parler de leur peur, ça c'est dans leur corde. Ice Cream Man n'a jamais été l'histoire d'un boogeyman glacier. Ça, c'est pour la forme. Un faux fil rouge pour endormir la méfiance des lecteurs et éditeurs, toujours en attente d'un terrible climax. Non. Ice Cream Man, c'est de l'horreur intimiste. La peur de vieillir, de rater sa vie, d'être un minable, l'angoisse de ne pas accomplir ses rêves, de décevoir ses proches, ou de perdre goût à la vie. Ice Cream Man, c'est tout simplement l'horreur du quotidien. Lire Ice Cream Man, c'est goûter à une bonne dose de malaise qui ne laisse pas indifférent, mais aussi et surtout, vivre une expérience unique à chaque numéro. Car si Ice Cream Man réinvente les codes de DC Comics, il magnifie surtout sa plus grande force, être une ode à l'imagination. J'ai créé Ice Cream Man après avoir compris que ma force en tant qu'auteur n'était pas de développer une idée en 5 ou 6 épisodes, mais en un seul. Écrire devrait rester fun. Cette confession de W. Maxwell Prince, elle résume parfaitement mon amour pour cet auteur et cette série. Car Ice Cream Man, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. J'ouvre mon floppy et me voilà à vivre un trip psychédélique avec Major Tom et Ziggy Stardust, à plonger dans un mot croisé mortel, ou à littéralement visiter l'arbre généalogique d'un inconnu. Le mois suivant, je réviserai le Watchmen de Moray Gibbons, ou l'All-Star Superman de Morrison, via des hommages Ice Cream Manesques. Et si je suis chanceux, je lirai peut-être des récits qui vont me hanter un long moment, et me rappeler qu'Ice Cream Man, ce n'est pas juste malsain, c'est aussi poétique, émouvant. Et je vivrai les derniers jours d'un homme atteint d'Alzheimer, ou je lâcherai mes dernières larmes en déchiffrant un mode d'emploi pour devenir un fantôme. Est-ce que je viens de vous lister mes épisodes préférés ? Assurément. Prince, Morazzo et leur coloriste O'Halloran ne sont pas du genre à se reposer sur une formule bien établie. Au contraire, cette formule, ils ont constamment besoin de la réinventer, de challenger leurs esprits dérangés pour redéfinir en seulement 30 pages ce qu'est leur série. Et je veux que vous compreniez à quel point c'est compliqué de construire un run. C'est compliqué d'écrire un récit cohérent, rythmé, sur la durée comme Preacher ou le Batman de Morrison. Mais c'en est un autre d'imaginer une 40aine d'épisodes, tous indépendants, brillants et perturbants. Et si tous les épisodes ne m'ont pas touché de la même façon, ils ne m'ont jamais laissé indifférent. Un épisode palindrome, un téléthon infernal, un bestiaire ou une telenovela full espagnole, avec Ice Cream Man, les concepts perchés s'enchaînent sans que ce ne soit jamais gadget. Car oui, il y a bien sûr un fond sous la forme. Et derrière certaines réflexions, une sorte de thérapie pour son auteur, W. Maxwell Prince. Un scénariste qui a de nombreuses peurs à extérioriser, et qui a pour traitement son Ice Cream Man, quitte à en devenir sa victime. Oui, c'est un monsieur un peu perturbé, mais qui me fascine par cette intimité qu'il crée avec son public. Cette introspection, on l'a retrouvée déjà dans l'un de ses premiers travaux, One Week in the Library, un one-shot assez barré, Prince oblige, où il s'essayait déjà à compiler des histoires courtes et inventives liées à un mystérieux bibliothécaire, et où le scénariste y déclarait son amour à l'art avec un grand A, comme il le fit sur Art Brut, sa première collaboration avec l'argentin Martin Morazzo. Mais là où One Week nous intéresse le plus, c'est dans sa fin, où Prince s'incruste dans son comics, qui devient, dès lors, comme ses œuvres à venir, son journal intime. Pudiquement, il révèle au lecteur ses doutes, ses envies d'écrivain, mais surtout, résume parfaitement son style en une citation.
Un poème n'est jamais achevé, seulement abandonné. Et effectivement, ça résume bien le charme de W. Maxwell Prince, un auteur qui privilégie l'expérience avant tout, quitte à ce que le voyage soit sans destination. Je vous invite donc chaudement à donner une chance à Ice Cream Man, ainsi qu'à son spin-off, Haha, une mini-série du même auteur qui a plus ou moins le même ton, les nez rouges remplaçant les sorbets. Alors probablement que le style de W. Maxwell Prince ne parlera pas à tout le monde, mais sachez qu'Ice Cream Man, c'est pour beaucoup la série expérimentale du moment. Un comics qui ne va jamais chercher à vous effrayer, mais à vous toucher. Oh, et dernière chose, si vous y goûtez, soyez prévenus, on tombe très vite accro à cette saveur de malaise. Mais comment lire Ice Cream Man ? Eh bien, vous m'auriez posé la question il y a 2 ans, jamais je n'aurais parié sur une édition française, du fait de son statut d'anthologie. Je vous aurais même confié que des séries comme Ice Cream Man, Silvercoin ou Hotel ne peuvent être savourées qu'en floppy, car on ne suit pas ces séries pour leur fil rouge, mais parce qu'on a craqué pour l'équipe créative ou le concept du mois. À titre personnel, je serais toujours plus hypé par un Silvercoin signé Jeff Lemire qu'un Silvercoin signé Tom Taylor. Parce que t'es mauvais, Tom. Ne l'oublie jamais. Pour autant, j'ai rapidement craqué pour la Sunday Edition, un beau bébé qui réunit les 12 premiers épisodes d'Ice Cream Man en VO et qui est vraiment l'ouvrage ultime pour les fans du glacier ou ceux qui veulent le découvrir. Vous avez non seulement une magnifique édition, mais en prime, vous avez assez d'épisodes, assez de saveurs pour comprendre tout ce qui fait le charme de cette série. D'autant que les premiers épisodes ne sont pas forcément ce que la série a fait de mieux. Mais si l'anglais n'est pas trop votre fort, ou que vous n'avez pas la possibilité de vous procurer les Sunday Edition, rassurez-vous, un miracle s'est produit en 2023. Car contre toute attente, le camion de glace de Rick a débarqué dans nos contrées grâce au courage d'un éditeur, Again and Manin, qui, nous content de nous avoir proposé Madman en 2022, nous permet désormais de déguster en VF Ice Cream Man et Silvercoin. Je pense que vous l'avez compris, je vous recommande très fortement ces 2 séries. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les The Comics modernes et surtout sur Ice Cream Man, cette série qui m'obsède depuis bien des années. Je tiens déjà à remercier Steve de Comic City qui a eu la gentillesse d'être la voix de W. Maxwell Prince et qui d'autre que le plus grand fan d'Ice Cream Man français pour doubler le maître, ainsi que mes collaborateurs Captain Max, Chris de Comics Race et Wolf in Motion, avec qui nous avons travaillé sur cette saga Aussi Comics. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais nous avons tous sorti en même temps une vidéo sur Aussi Comics. Alors si vous voulez en savoir plus sur Aussi Comics et ses héritiers Eerie and Creepy, je vous invite à aller checker la vidéo de Max. Si vous voulez en savoir un peu plus sur un numéro culte d'Ossi Comics, allez voir la vidéo de Chris de Comics Race. Et si vous voulez en savoir plus sur l'adaptation de Tales from the Crypt en animé, Wolf in Motion sera votre compteur. Merci d'avoir maté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine, sauf si vous croisez la route de l'Ice Cream Man.